Niveau 12, le souverain du royaume intérieur. Chapitre 1. Je ne suis plus le sujet de ma vie, je suis le souverain de mon royaume. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me guider vers le centre de mon être. Je retrouve mon temple unifié, ce lieu où la lumière de la conscience et la sagesse des cryptes se sont rencontrées et harmonisées. Je sens la solidité de ses fondations, la clarté de sa lumière, la paix qui y règne. Je suis en sécurité, je suis complet. Dans ce silence profond, une nouvelle conscience s'éveille. Mon attention se déplace de l'architecture du temple à la fonction de ce lieu. Je me vois, non plus comme un gardien ou un prêtre, mais comme un simple habitant de ce royaume magnifique. Je marche dans ses couloirs, je respecte ses lois, je réagis aux événements. Je suis un citoyen loyal, un sujet fidèle. J'ai passé une grande partie de ma vie à apprendre les règles de ce royaume, à m'y adapter, à y survivre et même à y prospérer. Mais aujourd'hui, depuis le centre de mon temple, depuis le point le plus profond de ma conscience intégrée, une vérité nouvelle et vertigineuse émerge. Ce n'est pas un coup d'état violent, mais un éveil silencieux à ma véritable nature. Je ne suis pas un habitant de ce royaume. Ce royaume est une émanation de mon être. Le trône au centre de la grande salle n'a jamais été vide. J'étais simplement assis à ses pieds. Je ne suis plus le sujet de ma vie, je suis le souverain de mon royaume. Même si par le passé, j'ai pu me sentir comme un pion sur un échiquier, soumis aux décrets de forces extérieures, je vois maintenant que j'ai toujours été le joueur et le roi. Je me lève. Je ne prends pas le pouvoir, je le reconnais. Je sens le poids du manteau de la responsabilité radicale sur mes épaules, et il n'est pas lourd, il est juste. Je ne suis plus une victime des circonstances, je suis le point d'origine de ma propre loi. Les événements extérieurs ne sont plus des invasions barbares, mais des affaires diplomatiques que je gère avec sagesse. Mes humeurs ne sont plus des tempêtes que je subis, mais le climat de mon royaume que je peux influencer. Mes principes ne sont plus des règles que j'apprends, mais la constitution que je décrète. Je ne suis plus celui qui demande la permission, je suis celui qui donne la direction. Je ressens cette nouvelle autorité s'ancrer dans ma colonne vertébrale, non comme un acte d'arrogance, mais comme l'acceptation de ma place la plus naturelle. C'est une certitude calme, une puissance tranquille. En reprenant conscience de mon corps, je sens que ma posture a changé. Je me tiens plus droit, non par effort, mais par dignité. Désormais, chaque décision n'est plus une réaction craintive, mais un décret royal. Chaque défi n'est plus une menace, mais une affaire d'État que je gère avec la vision à long terme du bien de mon royaume. Le règne commence maintenant. Chapitre 2. Je prends la mesure de mon royaume, mon pouvoir, mon influence, mes ressources. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place sur le trône de ma conscience. Je ressens la dignité du souverain s'installer à nouveau en moi, une certitude calme et centrée. Le premier acte d'un souverain sage n'est pas d'émettre des décrets, mais de comprendre l'étendue de son domaine. Je me lève du trône et je marche vers le grand balcon qui surplombe mes terres intérieures. Mon regard n'est plus celui de l'architecte qui admire son œuvre, mais celui du monarque qui évalue ses actifs stratégiques. Je ne suis plus seulement le point central de ce lieu. Je suis son administrateur. Je prends la mesure de mon royaume. Mon pouvoir, ce sont les terres fertiles de mes compétences, les montagnes solides de ma discipline que j'ai bâties pierre par pierre, les rivières puissantes de ma volonté. Mon influence, ce sont les routes commerciales que j'ai établies avec les royaumes voisins, les ponts de confiance qui me connectent aux autres, la réputation de mon royaume qui me précède. Mes ressources, ce sont les greniers remplis de mon énergie vitale, les trésors de sagesse que j'ai excavés de mes propres cryptes, les armées loyales de mes habitudes quotidiennes. Même si par le passé, j'ai pu me concentrer uniquement sur ce qui manquait, voyant des terres en friche ou des coffres vides, aujourd'hui, mon regard de souverain est différent. Je ne fais pas un inventaire pour me juger, mais pour gouverner. Je cartographie mes forces et mes faiblesses, non pas comme une sentence, mais comme le point de départ de toute stratégie. Je suis l'arpenteur géomètre de ma propre puissance. Je ressens cette clarté s'installer en moi. Ce n'est plus une vague notion de qui je suis, c'est une carte précise et tangible de mon royaume. Je connais mes frontières, je connais mes richesses, je connais les points que je dois fortifier. En reprenant ma place sur le trône, je ne suis plus un roi ignorant. Je suis un stratège informé, et mon règne ne sera pas basé sur l'espoir, mais sur la connaissance lucide de mes propres moyens. Chapitre 3. Je prononce le serment du souverain. Servir le bien-être du royaume avant tout. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place sur le trône de mon royaume intérieur. Je suis le souverain. La carte de mes domaines est maintenant claire dans mon esprit. Je connais l'étendue de mon pouvoir.
la nature de mes ressources, les contours de mon influence. Je possède un royaume, et avec la possession vient la question la plus fondamentale de toutes. Dans quel but ? Dans le silence de la grande salle du trône, je sens la tentation murmurer. Je pourrais utiliser ce pouvoir pour le plaisir éphémère de mon ego, cette faction bruyante qui réclame des monuments à sa propre gloire. Je pourrais exploiter mes ressources pour des conquêtes impulsives, pour étendre mes frontières sans me soucier de l'harmonie intérieure. Je pourrais devenir un tyran, utilisant la puissance pour le service de la plus petite partie de moi-même. Je me lève, et d'une voix qui résonne à travers tout le temple, des plus hautes voûtes aux plus profondes cryptes, je prononce le serment du souverain. Même si par le passé, mes actions ont pu être guidées par des désirs fragmentés, aujourd'hui, j'unifie ma volonté sous une seule et unique loi, un seul et unique engagement. Servir le bien-être du royaume avant tout. Cela signifie que chaque décision ne sera plus jugée à l'aune de ce qu'elle m'apporte, mais de ce qu'elle apporte à l'ensemble. La santé, la prospérité, l'harmonie et la croissance durable de toutes mes provinces, de toutes mes parties, deviennent l'unique mesure de mon succès en tant que roi. Je ne suis plus seulement le détenteur du pouvoir, je deviens le premier serviteur de mon royaume. Mon règne ne sera pas celui de la domination, mais celui de la gouvernance éclairée. Je ressens ce serment s'inscrire en lettres de feu dans ma conscience. C'est un contrat sacré que je passe avec moi-même. Chaque partie de mon être, de la plus lumineuse à la plus sombre, entend ce vœu et comprend la nouvelle loi. La tyrannie de l'ego est terminée. Le temps des factions en guerre est révolu. Un nouvel âge commence. Un âge où la puissance n'est plus une fin en soi, mais un outil au service d'un but plus grand que moi-même, la floraison de tout ce que je suis et de tout ce que je peux devenir. Chapitre 4. Je rédige la constitution de mon royaume, mes valeurs fondamentales. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain. Le serment que j'ai prêté résonne encore dans le silence de mon royaume intérieur. Servir le bien-être du royaume avant tout. C'est la directive suprême, la mission de mon règne. Mais une mission, aussi noble soit-elle, n'est pas une loi. Un serment n'est pas une structure de gouvernance. Je sais qu'un royaume sans loi claire est voué à l'anarchie des émotions et à la tyrannie de l'impulsion. Mon premier acte, en tant que souverain législateur, est donc de traduire mon serment en un texte fondateur. Je ne me tiens plus sur le balcon. Je suis maintenant dans la grande bibliothèque de mon temple, devant un parchemin vierge. Ce ne sera pas une simple liste de règles, ce sera la Constitution. Je rédige la Constitution de mon royaume. Ce sont mes valeurs fondamentales, transformées en articles de loi inviolables. Même si par le passé, mes valeurs ont pu être des préférences vagues ou des idéaux flottants, aujourd'hui, je les grave dans la pierre de ma conscience. Article 1er. La clarté sera recherchée en toute chose, car elle est la lumière qui guide le royaume. Article 2. L'intégrité sera la monnaie d'échange de ce royaume, la parole du souverain et de ses sujets sera aussi solide que le granit des fondations. Article 3. La croissance sera honorée, non comme une expansion agressive, mais comme l'expression naturelle de la vitalité du royaume. Je continue, article par article. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont les lois suprêmes. Toute décision future, toute action, tout décret devra être en accord avec cette Constitution. Elle est le filtre à travers lequel je gouvernerai. Elle est le rempart qui protégera le royaume de mes propres errances futures. Je ressens la puissance de cet acte. Je ne suis plus en train de simplement décider de ce qui est important pour moi. Je suis en train de bâtir la structure légale de ma propre existence. La confusion et l'ambiguïté se retirent. En quittant cet espace, j'emporte ce texte sacré. Désormais, face à un dilemme, je n'aurai plus à me demander « Que dois-je faire ?» Je consulterai ma constitution et je demanderai « Quelle est la loi ?» Mon règne ne sera pas celui de l'arbitraire, mais celui des principes. Chapitre 5. Je nomme mon conseil privé, la raison, l'intuition et la compassion. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place sur le trône de mon royaume intérieur. Je suis le souverain. Mon serment a été prêté, la Constitution a été gravée. La loi suprême de mes valeurs est maintenant claire et immuable. Je suis le monarque absolu de ce royaume. L'autorité finale me revient, mais je sais qu'un souverain qui gouverne seul est un souverain aveugle, sujet aux angles morts de sa propre perception. Un royaume sage n'est pas seulement dirigé par un roi, mais guidé par ses conseillers. Mon prochain décret n'est pas une loi, mais une nomination. Je dois former mon conseil privé, les voix que j'écouterai avant chaque décision majeure. Je nomme mon conseil privé la raison, l'intuition et la compassion. Même si par le passé, j'ai pu laisser une seule de ces voix dominer les autres, créant un déséquilibre dans ma gouvernance, aujourd'hui, je leur donne à chacune une place égale et honorée à mes côtés. Je fais venir la raison.
ce conseiller à l'esprit clair et au verbe précis, maître des stratégies et des analyses de données. Je lui confie le sceau de la logique, puis je fais venir l'intuition, ce conseiller silencieux qui ne parle pas en mots, mais en ressenti. C'est l'archéologue de mon âme, celui qui lit la sagesse des cryptes et la vibration de la source. Je lui confie le sceau de la profondeur. Enfin, je fais venir la compassion, ce conseiller au cœur sage, celui qui me rappelle le serment du souverain. C'est le grand prêtre de mon temple, celui qui veille à l'impact de mes décisions sur toutes les parties de mon royaume et sur les royaumes voisins. Je lui confie le sceau de l'harmonie. Je ressens l'équilibre et la complétude de ce conseil. La raison sans la compassion est cruelle. L'intuition sans la raison est confuse. La compassion sans l'intuition est naïve. Ensemble, ils forment une trinité de sagesse. Désormais, avant de rendre un jugement, je ne me fierai plus à une seule impulsion. Je me retirerai dans la salle du conseil, je poserai la question et j'écouterai attentivement la voix de chacun de mes 3 conseillers. La décision finale sera toujours mienne, en tant que souverain, mais elle ne sera plus jamais prise dans la solitude ou la précipitation. Elle sera le fruit d'une sagesse intégrée. Chapitre 6. Je lève les impôts avec sagesse, la gestion de mon énergie et de mon attention. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain, entouré de mon conseil privé. La constitution est claire, les conseillers sont nommés. La structure de ma gouvernance est solide. Maintenant, il est temps de se tourner vers l'économie du royaume. Je sais qu'un royaume, aussi noble soit sa constitution, ne peut survivre sans ressources. Il a besoin d'une économie florissante pour financer ses projets, entretenir ses infrastructures et assurer sa défense. La devise principale de mon royaume intérieur n'est pas l'or, mais 2 ressources encore plus précieuses, l'énergie vitale et l'attention focalisée. Mon rôle de souverain est de m'assurer que ces ressources sont collectées et allouées avec la plus grande sagesse. Je lève les impôts avec sagesse, la gestion de mon énergie et de mon attention. Même si par le passé, j'ai pu laisser ces ressources être gaspillées par des seigneurs féodaux indisciplinés. La faction de la distraction, le baron de la procrastination, le duc de l'inquiétude stérile, aujourd'hui, je centralise le pouvoir. Je ne suis plus un roi faible qui ne contrôle pas ses propres finances. Je mets en place un système de collecte juste et efficace. Le sommeil profond n'est plus un loisir, c'est l'impôt principal que je lève pour remplir les coffres de mon énergie. La nutrition de qualité n'est pas une indulgence, c'est une contribution directe à la vitalité du royaume. La discipline de l'attention n'est pas une contrainte, c'est l'acte par lequel je collecte la ressource la plus rare de mon domaine pour l'allouer au projet défini par la Constitution. Je ne suis plus en train de dépenser mon attention. Je suis en train de l'investir. Je ressens cette nouvelle approche comme un acte de souveraineté économique. Je ne suis plus à la merci des fluctuations de mon énergie ou de ma concentration. Je suis le ministre des Finances de mon propre royaume. Je consulte mes conseillers. La raison m'aide à créer un budget. L'intuition me signale les fuites d'énergie invisible. La compassion s'assure que les impôts ne sont pas si lourds qu'ils écrasent le peuple. En quittant cet espace, je sais que chaque choix de vie est une décision économique. Chaque fois que je protège mon sommeil ou que je refuse une distraction, je ne fais pas que me discipliner. Je suis un bon souverain qui s'assure que son royaume aura les moyens de ses ambitions. Chapitre 7. Je renforce les frontières contre l'invasion. L'immunité cognitive. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain sur le trône de mon royaume intérieur. La gouvernance est sage, la constitution est respectée et l'économie est bien gérée. Les coffres de l'énergie et de l'attention sont pleins. Le royaume est en paix et prospère. Mon attention se tourne maintenant vers l'extérieur. Je me dirige vers les remparts les plus élevés de mon temple et je regarde au-delà de mes propres frontières. Je vois le monde, avec ses autres royaumes, ses routes commerciales, mais aussi ses vents changeants, ses propagandes insidieuses et ses armées d'opinions contradictoires. Je comprends qu'un royaume riche et pacifique peut devenir une cible. La prospérité sans la sécurité est une invitation à l'invasion. Mon devoir de souverain n'est pas seulement d'administrer, mais aussi de protéger. Je renforce les frontières contre l'invasion. C'est le développement de mon immunité cognitive. Même si par le passé, j'ai pu laisser les portes de mon esprit grandes ouvertes, permettant à n'importe quelle idée, information ou croyance extérieure d'entrer et de s'installer sans vérifier ses intentions, aujourd'hui je mets en place une garde frontalière d'élite. Chaque information qui se présente à la porte n'est plus acceptée comme une vérité. C'est un visiteur qui doit présenter ses papiers. Ma raison inspecte la logique de son argumentation. Mon intuition évalue la résonance de son intention.
Ma compassion observe ses effets potentiels sur le bien-être du royaume. Je ne construis pas un mur pour m'isoler dans l'ignorance. Je construis un système de portes intelligentes et de tours de guet. Je laisse entrer les idées qui nourrissent et renforcent mon royaume, et je refuse poliment mais fermement l'entrée aux idéologies toxiques, aux doutes paralysants et aux peurs collectives qui cherchent à piller mes ressources intérieures. Je ressens cette nouvelle vigilance non comme de la paranoïa, mais comme un acte de souveraineté et d'hygiène mentale. Je suis le gardien de l'écologie de mon propre esprit. En revenant au monde, je sais que je ne consommerai plus l'information de manière passive. Chaque conversation, chaque livre, chaque flux de nouvelles est une interaction à ma frontière. Et en tant que souverain vigilant, je suis toujours de service, non pas pour repousser le monde, mais pour m'assurer que seules les forces qui respectent la constitution de mon royaume sont autorisées à y entrer. Chapitre 8. Je déjoue les complots et les trahisons. Défense contre la manipulation. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain, marchant Un sage ne se préoccupe pas seulement des armées qui marchent en plein jour. Il se préoccupe des espions, des assassins et des comploteurs qui cherchent à s'infiltrer par la ruse, non pas pour conquérir le royaume, mais pour en corrompre le cœur. Mon attention se porte sur les menaces plus subtiles, celles qui ne se présentent pas comme des attaques, mais comme des cadeaux, des flatteries ou des vérités partielles. Je déjoue les complots et les trahisons. C'est ma défense active contre la manipulation. Même si par le passé, j'ai pu être naïf, prenant les mots pour leur valeur faciale et croyant aux promesses flatteuses, aujourd'hui, j'ai développé mon propre service de contre-espionnage intérieur. Je comprends que la manipulation la plus efficace ne vient jamais de l'ennemi déclaré, mais de l'allié apparent. C'est l'idée qui flatte mon ego pour me faire baisser ma garde. C'est le sophisme brillant qui utilise la logique pour servir un mensonge. C'est l'appel à l'urgence qui cherche à court-circuiter mon conseil privé pour me forcer à prendre une décision impulsive. Je ne deviens pas cynique, je deviens simplement lucide. J'apprends à écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit. Je regarde non seulement le message, mais aussi l'intention du messager. Mon intuition, ce conseiller silencieux, est mon plus grand maître espion, capable de détecter la plus infime dissonance entre les paroles et l'énergie. Je ressens cette nouvelle compétence non comme une source de méfiance, mais comme une source de sérénité. Je ne suis plus un souverain facilement influençable. En revenant au monde, je sais que je peux naviguer dans les cours les plus complexes des dynamiques humaines sans perdre mon trône. Je peux écouter les arguments les plus persuasifs, apprécier les compliments les plus sincères, tout en maintenant une vigilance calme au cœur de mon royaume. Je ne crains plus la ruse, car mon engagement envers la clarté et la vérité est un poison pour toute forme de manipulation. Chapitre 9. Je comprends la cartographie des royaumes voisins, dynamique de pouvoir et de statut. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain. Je ne suis plus sur les remparts, mais dans la salle de la carte stratégique, au cœur de ma citadelle. Mon royaume est sécurisé, protégé contre les invasions directes et les infiltrations subtiles. Maintenant que ma propre maison est en ordre, je peux enfin porter un regard clair et non menacé sur le monde extérieur, sur la grande table devant moi, et déployer une carte immense. Elle ne montre pas seulement mon royaume, mais tous les royaumes voisins, grands et petits. Elle montre les alliances, les routes commerciales, les zones de tension, les hiérarchies établies. C'est la carte des dynamiques de pouvoir et de statut. Je comprends la cartographie des royaumes voisins. Même si par le passé, j'ai pu ignorer ces dynamiques, les jugeant futiles ou injustes, ou y participer de manière inconsciente et réactive, aujourd'hui, en tant que souverain, je reconnais que les ignorer serait un acte d'abdication. Je ne les juge pas, je les étudie. Je ne cherche pas à les dénoncer, je cherche à les naviguer avec sagesse. Je reconnais les royaumes qui opèrent sur la base de la force brute, ceux qui valorisent le statut et l'apparence, et ceux qui, comme le mien, cherchent à prospérer sur la base de l'intégrité et de la création de valeur. Je comprends que chaque royaume a sa propre culture, son propre langage du pouvoir. Tenter de parler le langage de l'intégrité à un tyran est aussi inefficace que de parler le langage de la menace à un royaume de sages. Ma tâche n'est pas de changer les autres royaumes. Ma tâche est de comprendre leur nature pour interagir avec eux de la manière la plus efficace et la plus alignée avec ma propre constitution. Je ressens cette nouvelle compétence comme une forme de diplomatie avancée. La naïveté se dissout, remplacée par une lucidité stratégique. En revenant au monde, je ne vois plus une simple collection d'individus. Je vois une interaction complexe de royaumes. Je peux reconnaître les jeux
qui se jouent autour de moi sans y être automatiquement entraîné. Je peux choisir quand et comment interagir, en parlant le langage approprié, tout en restant fermement ancré sur le sol de mon propre royaume et fidèle aux lois de ma propre constitution. Je ne suis plus un joueur inconscient. Je suis un souverain engagé dans une diplomatie consciente. Chapitre 10. Je suis le juge suprême lors des dilemmes moraux complexes. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain. Je ne suis plus dans la salle des cartes, mais dans le lieu le plus sacré et le plus solennel de mon royaume, la Cour suprême. C'est ici que les lois de ma constitution sont interprétées et que les jugements les plus difficiles sont rendus. Le calme règne, mais il est chargé d'une tension palpable. Un cas complexe est présenté devant le trône. Il n'y a pas de solution facile, pas de chemin clairement indiqué par la loi. C'est un dilemme moral, une situation où deux de mes valeurs fondamentales, deux articles de ma propre constitution, semblent entrer en conflit. La loyauté envers un allié contre la vérité brute, la compassion pour un individu contre le bien-être à long terme du royaume, la justice contre la miséricorde. Je suis le juge suprême lors des dilemmes moraux complexes. Même si par le passé, j'ai pu fuir de telles décisions, les remettre à plus tard ou choisir la voie la plus facile par peur de me tromper, aujourd'hui, j'assume ma responsabilité la plus élevée de souverain. Je ne me précipite pas pour rendre un verdict. J'invoque mon conseil privé. J'écoute l'argumentation de la raison qui analyse les conséquences logiques de chaque option. J'écoute le murmure de l'intuition qui me renseigne sur la résonance profonde de chaque choix. J'écoute le plaidoyer de la compassion qui me rappelle l'impact humain de ma décision. Je ne cherche pas la réponse parfaite, car dans un vrai dilemme, elle n'existe pas. Je cherche la réponse la plus sage, la plus intégrée, celle qui, même si elle est difficile, sert au mieux le serment que j'ai prêté. Mon travail n'est pas de trouver la facilité, mais de maintenir l'équilibre. Je ressens le poids et la dignité de cette fonction. Je prends ma décision, non pas avec la certitude arrogante d'avoir raison, mais avec la sérénité humble d'avoir fait de mon mieux. Le verdict est rendu, la tension dans la salle se dissipe, l'ordre est restauré, non pas par la magie d'une solution parfaite, mais par l'acte courageux de la prise de décision consciente. En revenant au monde, je sais que je ne craindrai plus l'ambiguïté morale. Je la reconnaîtrai comme l'opportunité de pratiquer mon art le plus subtil de souverain, celui de rendre la justice au cœur de la complexité. Chapitre 11. Je pacifie les factions rebelles de mon royaume, gestion de l'ego et des pulsions. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain sur le trône de mon royaume. La Cour suprême a rendu son jugement et l'ordre constitutionnel est maintenu. Mais j'entends un grondement sourd qui ne vient pas de l'extérieur, mais des provinces intérieures de mon propre royaume. Ce n'est pas le son d'une invasion, mais celui d'une sédition. Je vois des factions se former, menées par des seigneurs de guerre puissants et charismatiques. Il y a le duc de l'Ego, qui exige plus de reconnaissance et de monuments à sa gloire. Il y a le baron de la colère, qui réclame une justice expéditive et violente. Il y a la marquise de la gratification immédiate, qui veut piller les greniers de l'énergie pour un festin d'un soir. Ce sont les factions rebelles de mes propres pulsions. Je pacifie les factions rebelles de mon royaume. Même si par le passé, j'ai pu répondre à ces rébellions de deux manières inefficaces, soit en les réprimant violemment, créant un ressentiment qui ne faisait que croître dans l'ombre, soit en capitulant devant leurs exigences pour acheter une paix fragile. Aujourd'hui, en tant que souverain éclairé, j'adopte une troisième voie. Je ne les ignore pas. Je ne les combats pas, je les invite à la table du conseil. Je ne suis pas un tyran qui écrase toute opposition. Je suis un roi qui écoute les griefs de ses sujets. Je donne la parole au duc de l'Ego et je reconnais son besoin de validation. Je laisse le baron de la colère exprimer son sentiment d'injustice. Mais après les avoir écoutés, je ne cède pas. Je leur rappelle, avec une fermeté calme, la constitution du royaume. Je leur montre comment leurs demandes, si elles étaient satisfaites, nuiraient à long terme à l'ensemble du royaume, y compris à eux-mêmes. Je ne les traite pas en ennemis, mais en membres égarés de ma propre cour. Je leur offre non pas ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont réellement besoin, une place juste et intégrée au sein d'un royaume stable et prospère. Je ressens cette nouvelle approche comme un acte de diplomatie intérieure suprême. La guerre civile en moi s'apaise, non par la victoire d'une partie sur l'autre, mais par l'établissement d'une paix juste. Les seigneurs rebelles ne déposent pas les armes par peur, mais par respect pour la sagesse de leur souverain. Ils se transforment de menaces en alliés loyaux. L'ego devient un moteur d'excellence au service du royaume. La colère devient une force pour la justice, canalisée par la Constitution. Désormais, lorsque je sens une pulsion rebelle monter en moi, je ne la crains plus. Je la vois comme une invitation à pratiquer l'art le plus noble de la gouvernance, celui de transformer le conflit en harmonie. Chapitre 12. Je décrète la loi de la responsabilité radicale sur toutes mes terres.
Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain. Je suis au cœur de mon royaume pacifié. Les frontières sont sûres, la Constitution est respectée, les factions internes ont prêté allégeance à un but commun. L'harmonie règne. Je contemple mon royaume et je vois sa beauté, sa force, sa prospérité. Mais je sais qu'un royaume, pour durer, ne peut se contenter d'être en paix. Il doit être juste, et la justice la plus fondamentale n'est pas celle que le souverain impose à ses sujets, mais celle que chaque sujet s'impose à lui-même. Il est temps de promulguer la loi qui sera la clé de voûte de toute ma constitution. Le principe qui garantira la maturité et la force de mon royaume pour les générations à venir. Je décrète la loi de la responsabilité radicale sur toutes mes terres. D'un geste solennel, je signe le décret, qui abolit pour toujours la culture du blâme et de la plainte au sein de mon royaume. Même si par le passé, des provinces entières de mon esprit ont pu vivre en accusant les royaumes voisins, les intempéries ou même le souverain de leurs difficultés, aujourd'hui, cette ère est révolue. La nouvelle loi est simple et absolue. Chaque habitant de mon royaume est reconnu comme la cause première de sa propre expérience. Je ne suis plus responsable du bonheur de mes sujets. Je suis responsable de créer un environnement où ils ont le pouvoir de créer leur propre bonheur. La faute n'est plus une chose à attribuer à l'extérieur, mais une opportunité de reprendre le pouvoir à l'intérieur. Je ne cherche plus les coupables, je ne cherche que les causes. Et je décrète que la cause première réside toujours à l'intérieur des frontières de mon royaume. Je ressens ce décret non pas comme un fardeau, mais comme la plus grande des libérations. Le poids de l'impuissance se lève de toutes mes terres. La culture de la plainte, qui consommait tant de ressources, se tarit à la source. Une nouvelle énergie, celle de l'agence et de la création, commence à se répandre dans chaque province. En quittant cet espace, j'emporte cette loi comme mon sceau personnel. Désormais, face à n'importe quel défi, la première et unique question que je me poserai sera: comment ai-je créé ceci? Et comment puis-je le créer différemment? Je ne suis plus une victime des circonstances. Je suis l'auteur souverain de ma réalité. Chapitre 13. Ma parole de souverain est un acte qui façonne la réalité. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place sur le trône de mon royaume intérieur. La loi de la responsabilité radicale a été promulguée et une nouvelle ère de maturité et de puissance s'est levée sur mes terres. L'harmonie n'est plus seulement une absence de conflit, mais une collaboration active de toutes mes parties. Je suis le souverain d'un royaume en ordre. Ma conscience n'est plus accaparée par la gestion de crises internes ou la défense des frontières. Elle est libre, libre de se tourner vers sa fonction la plus élevée. Non pas à maintenir la réalité, mais la créer. Je ne suis plus seulement un administrateur ou un juge, je suis un créateur de monde. Ma parole de souverain est un acte qui façonne la réalité. Même si par le passé, mes paroles ont pu être des reflets de la réalité, des commentaires sur ce qui était, aujourd'hui, je comprends leur véritable pouvoir. Quand le souverain parle, il ne décrit pas, il décrète. Sa parole n'est pas un simple son, c'est une vibration qui réorganise la substance même du royaume. Quand je dis « la clarté sera faite sur ce point », ce n'est pas un espoir. C'est une commande qui alloue les ressources de mon attention pour dissoudre la confusion. Quand je dis « la confiance régnera dans cette relation », ce n'est pas une prédiction. C'est un engagement qui aligne mes actions sur le principe de l'intégrité. Je ne parle plus pour remplir le silence. Chaque parole est choisie avec la conscience qu'elle est un acte de construction, un coup de ciseau dans la pierre du futur. Je ne dis plus « j'essaierai ». Un souverain n'essaie pas. Il déclare son intention et le royaume se met en mouvement. Je ressens ce pouvoir comme une responsabilité immense et exaltante. Il n'y a plus de place pour la parole légère ou la promesse en l'air. Mon langage devient plus précis, plus intentionnel, plus puissant. En revenant au monde, je sais que mes mots ne sont plus de simples outils de communication. Ils sont les instruments de ma souveraineté. Chaque phrase que je prononce est un décret qui façonne la texture de ma réalité. Et en tant que souverain sage, je choisis de ne parler que pour créer plus d'ordre, plus de beauté et plus d'harmonie dans mon royaume et dans les royaumes avec lesquels j'interagis. Chapitre 14. La prospérité de mon royaume est ma plus grande richesse. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain, au cœur de mon domaine intérieur. Mon serment est mon guide, ma constitution est ma loi, ma parole est mon pouvoir. Le royaume est en ordre, sécurisé et juste. Mon attention se tourne vers la conséquence naturelle de cette bonne gouvernance. Je marche à nouveau sur le grand balcon de mon palais et je contemple mes terres. Je ne vois plus seulement la carte de mes ressources, mais la vie qui s'y déploie. Je vois les rivières d'énergie qui coulent,
claire et puissante. Je vois les champs de compétences qui donnent des récoltes abondantes. Je vois les habitants de mon royaume, mes pensées, mes émotions, mes idées se mouvoir dans une activité harmonieuse et productive. Le royaume est prospère. La prospérité de mon royaume est ma plus grande richesse. Même si par le passé, j'ai pu chercher la richesse à l'extérieur, dans l'accumulation de possessions ou de validations venant d'autres royaumes, aujourd'hui, en tant que souverain, je comprends la nature de la véritable abondance. Elle n'est pas dans les coffres du trésor, mais dans la santé du royaume lui-même. La richesse n'est pas une chose que je possède, c'est un état que je cultive. C'est la fertilité de mes terres intérieures, c'est la vitalité de mes sujets, c'est la beauté et l'harmonie des paysages de mon esprit. Je ne cherche plus à extraire la valeur de mon royaume pour mon profit personnel. Je cherche à réinvestir chaque parcelle de pouvoir et de sagesse pour augmenter la prospérité de l'ensemble, sachant que la richesse du royaume est la seule véritable richesse de son souverain. Je ressens cette nouvelle définition de la richesse s'installer en moi comme une immense source de contentement. La quête anxieuse de l'accumulation s'arrête. Elle est remplacée par la joie sereine du jardinier qui contemple son jardin florissant. En revenant au monde, je ne mesure plus ma valeur au contenu de mes comptes en banque, mais à la richesse de mon état intérieur. Je sais que si mon royaume est prospère, s'il est un lieu de paix, de créativité et de vitalité, alors je suis l'homme le plus riche du monde, car je suis le souverain d'un domaine d'une valeur inestimable. Chapitre 15. Un bon souverain ne cherche pas à étendre son pouvoir, mais sa sagesse. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de souverain sur le trône de mon royaume intérieur. Je contemple mon domaine. Il est en ordre, il est juste, il est prospère. Une paix profonde règne sur mes terres. Dans cette paix, une dernière tentation pourrait émerger. La tentation du pouvoir accompli, celle d'utiliser la force de ce royaume parfaitement administré pour conquérir, pour étendre mes frontières, pour imposer ma vision aux autres, pour prouver que mon royaume est le plus grand de tous. C'est la tentation finale de l'ego qui cherche à transformer la maîtrise en domination. Un bon souverain ne cherche pas à étendre son pouvoir, mais sa sagesse. Même si par le passé, j'ai pu mesurer ma valeur à la taille de mon influence ou à ma capacité à gagner, aujourd'hui, depuis ce trône de sérénité, je comprends l'ultime leçon de la gouvernance. Le véritable but d'un royaume prospère n'est pas la conquête, mais le rayonnement. Un souverain éclairé ne construit pas une armée pour envahir ses voisins. Il construit une bibliothèque si magnifique que les sages des autres royaumes voyagent pour venir y étudier. Il ne cherche pas à contrôler les routes commerciales. Il crée une capitale si juste et si harmonieuse qu'elle devient un modèle pour tous. Le pouvoir est une ressource finie qui s'épuise dans la conquête. La sagesse est une ressource infinie qui grandit lorsqu'elle est partagée. Le but ultime de mon règne n'est pas de devenir l'empereur du monde, mais de devenir la source de sagesse la plus profonde et la plus claire possible. Je ressens cette nouvelle orientation comme l'accomplissement final de mon serment. Servir le bien-être du royaume trouve ici sa plus haute expression. Car un royaume ne peut atteindre sa plus grande prospérité que lorsqu'il est en paix avec ses voisins et qu'il contribue à l'harmonie de l'ensemble. En quittant cet espace, je sais que mon ambition a changé. Je ne cherche plus à être le plus fort, le plus riche ou le plus grand. Je cherche à être le plus sage. Et je sais que dans cette quête silencieuse, non pas pour le pouvoir mais pour la sagesse, réside le pouvoir le plus véritable et le plus durable de tous.